Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour notre quatrième boîte à questions qui connaît un succès grandissant, et grâce notamment à vous, chers internautes, qui êtes toujours plus nombreux à regarder ou en direct ou en différé, nous regarder sur le grill en fait, confrontés à des questions dont nous ne connaissons pas les contenus, dont pour lesquels nous n'avons conçu aucune limite, ni de thème, ni même de provocation. Donc ça, c'est le principe. Alors cette boîte a été remplie au fur et à mesure de la semaine. Pour les Grenoblois qui nous feraient l'amitié de passer au 4 bis rue des Bains, sachez que la boîte à questions sera, comme convenu, déposée au restaurant le 26. Donc vous pouvez, pour le même prix, déposer en plus gratuitement des questions qui seront abordées chaque mercredi que Dieu fait, ici ou ailleurs si je suis ailleurs. D'ailleurs, on essaiera de maintenir ce rendez-vous coûte que coûte, même en virtuel, s'il le fallait. Et donc, les questions seront ainsi alimentées, et sous peu, il y aura une manière de nous adresser dans l'anonymat des questions, sachant que beaucoup nous ont été envoyés, que j'ai pu retranscrire et mis dans la boîte par la suite. Alors, la main innocente déclarée pour ce soir, tu veux bien... Ah bah c'est bon, c'est déjà fait. La première question, oula. À qui faire confiance pour s'informer? À qui faire confiance pour s'informer? Alors, moi sur une telle question, je me méfie beaucoup du penchant complotiste désinvolte. Le tous pourri, il n'y a que de l'intox, les médias officiels sont à la botte d'eux, ils sont maîtrisés, etc. Donc c'est évidemment une posture excessive. Mais par ailleurs, j'allais dire en même temps, on va essayer d'éviter les tics de langage et notamment celui-là, mais par ailleurs, une critique de l'information est nécessaire et a été faite. On lisait Bourdieu, on le citait il y a quelque temps, qui, de manière très massive et très précise, explique comment à terme fonctionne une industrie médiatique qui repose sur le nombre de vues, on le dirait comme ça aujourd'hui, mais sur la valorisation du tirage par la publicité. Et donc ça implique on dirait grossièrement des conflits d'intérêts qui seraient de nature à mettre en cause la neutralité de tel ou tel. Donc on sait qu'il y a des éléments de critique, qu'il y a une critique même assez radicale possible, je ne dis pas systématique. Le problème, c'est que comme nous n'avons pas de données, il nous est compliqué de tenir pour vrai, c'est l'expression que nous avons employée à propos de l'acte de foi, parce que s'informer des fois, ça relève de l'acte de foi, de tenir pour vrai ce qui n'a pas une autorité avérée, sinon autoproclamée. Alors comment on fait? Comment on fait dans tout ça? Soit on est ultra complotiste, sur fond de critique, soit on gobe tout, on admet tout. Comment faire? Je dirais que en la matière, il n'y a pas de situation idéale. Il n'y a que de la réserve dans les informations reçues pour peu que l'on apprenne à décrypter des images. Il y a un savoir-faire, je dirais, de celui qui lit, de celui qui regarde, de celui qui écoute. Il y a un savoir-faire dans l'approximation journalistique, dans le manque de sources, dans la suspicion possible sur une information ou bâclée ou fallacieuse volontairement. Bref, cela s'apprend. Il me semble que cela s'apprend, mais ce n'est pas parfait. D'accord ? Déceler l'imprécision, déceler l'approximation, ce n'est pas parfait. Il arrive parfois qu'on puisse confronter ou confondre un média sur une situation que nous connaissons et réaliser à titre personnel que le travail était bien fait. J'ai souvent eu l'occasion de voir que telle ou telle investigation était sur un sujet que je connaissais, sur une institution que je connaissais de l'intérieur ou par proximité, que le travail était bien fait. Il faut admettre que certains journalistes d'investigation ou journalistes au cours sont de fins limiers et l'expriment très bien avec une très grande neutralité. Et puis voilà, donc on peut, je dirais, média par média, jauger à l'usage, à l'usure de la confiance qu'on pourrait leur accorder, mais encore une fois, la critique du consommateur de médias, elle s'apprend aussi. Le travail critique, ça s'apprend, c'est un élément de méthode. Donc à qui faire confiance pour s'informer? Moi, je ne serais pas de ceux qui jettent l'anathème partout.
considérant qu'il y a les bons médias et les mauvais médias, j'aime bien croiser, en fait, tant qu'à faire. J'aime bien croiser les rédactions. C'était un peu affligeant quand on voit que, notamment dans les JT, on a le plus souvent le même menu, le même dosage qu'on voit bien. On voit bien qu'on répond à une demande. En réalité, que ce n'est pas une offre qui est faite au hasard, que c'est une offre qui est là pour répondre à une demande. À partir de là, c'est un peu agaçant de voir qu'il y a une relative uniformité à quelques nuances près. Parfois, on voit qu'il n'y a pas d'uniformité. Mais quand on la voit, c'est un peu affligeant. Donc voilà, en gros, ce que j'aurais à dire sur cette question. Je ne suis pas pour un fanatique de la méfiance, ni pour une confiance aveugle. Dans ce nini, chacun trouvera sa route, sachant qu'il est très, très important d'informer et d'être informé. Il n'y a pas de liberté ou de régime libre ou de société libre sans une véritable information qui fasse office de contre-pouvoir, car c'est là toute la noblesse et la nécessité de l'information. Alors, la main innocente est sceptique sur la question suivante. C'est un choix personnel. Non, c'est marqué Combini. Ouais. Alors Combini, c'est des petites vidéos, tu dois choisir entre deux. Ah, ça. C'est des dilemmes cornéliens. Ah, ok. Ah, je connais pas. Hein, et donc, on va les descendre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, Queen ou ACDC? Perso, c'est ACDC. Après, on peut voter, hein, ça peut se débattre. Mais... Et j'aime bien Queen aussi, bien sûr, mais quand même ACDC. Mozart ou Bach? Mozart ou Bach? Alors, Bach pour le baroque, Mozart pour le classique, comme ça c'est réglé. On a deux grands rois, De Gaulle ou Mitterrand? Ah, De Gaulle ou Mitterrand? Alors, ce sont deux grands opposants et aussi deux grands écrivains. Alors, sur le plan de l'écriture, évidemment, Mitterrand est un cran au-dessus, notamment, moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est le regard acide et acéré sur les hommes, plus que sur les phénomènes. De Gaulle savait parler de l'histoire, Mitterrand aussi, bien sûr, et de la géographie. Mitterrand dira que l'histoire passe souvent par la géographie. Et c'était deux chefs d'État, deux hommes politiques, de beaux esprits qui avaient la passion de la connaissance du monde et des processus de l'histoire. Puis qui avaient une connaissance de l'âme humaine. Et puis tous les deux, ils sont très très piquants dans leur manière de cataloguer par chaos tel adversaire, ou parfois même tel collaborateur. À ce jeu-là, alors, De Gaulle est immense, mais Mitterrand est encore un cran au-dessus, surtout à l'écrit, et notamment puisqu'il parle parfois comme on écrit, ou comme il écrit, c'est-à-dire une écriture très 19e. Ce sont deux hommes qui sont faits du 19e siècle. Je trouve Mitterrand supérieur, notamment dans le pamphlet. C'est un véritable régal pour l'esprit. Bon, c'est un Lachonara pur et dur, il n'y a pas de problème. Mais lisez du Mitterrand pamphlétaire, c'est absolument, genre le coup d'état permanent, ou 2-3 textes comme ça, c'est un régal. Et puis sinon, sur De Gaulle, vous avez bien sûr ses mémoires, mais le plus sympathique, c'est encore les verbatims, façon perfide par exemple. C'était De Gaulle, 3 tomes. On passe parfois de très bons moments de lecture, parfois c'est un peu rasant, parce que c'est un peu loin, mais on apprend plein de choses. Ken ou Barbie? Alors j'ai joué ni l'un ni à l'autre, moi je sais pas, non, je sais pas. Ni l'un ni l'autre. Chapi ou Chapeau? Non mais ça c'est un auteur des années 80 encore. Non. Allez, et bah oui, j'ai regardé ça quand j'étais gosse, on est comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Chapi ou Chapeau? Chapeau, parce que j'adore les chapeaux, depuis toujours. Alors merci, oh pardon, merci beaucoup. Alors, ouais. Alors, la question, la main est innocente, mais la question, elle, n'est pas innocente. Pourquoi les Juifs aiment l'argent? Donc, on nous interroge sur un stéréotype. Pourquoi les Juifs aiment l'argent? J'ai envie de répondre parce que l'argent, c'est bien, ça permet de contrôler le monde et de mettre, d'avoir l'emprise sur l'humanité et de comploter tranquillement, sage de Sion ou d'autres. Des fois, c'est marrant, les stéréotypes, on a envie de répondre par le stéréotype de la même manière. Il n'y a pas que les Juifs qui aiment l'argent. Si on veut aller pousser un peu la chansonnette,
Ce stéréotype, il se répète sur pas mal de populations, hein, qui est réputée habile, réputée débrouillarde, réputée riche, parfois dans le secret. Bon, la réalité sociale elle est tout autre. En fait, je pense, ce qui a dérangé, c'est les progressions sociales des uns et des autres. Depuis l'émancipation, fin 19e siècle, c'est déjà une grande affaire. Hein, ces grandes fortunes et ce haut fonctionnariat rendu accessible pour les juifs. Donc, bien sûr, beaucoup de frustration, beaucoup de rétention, et dès lors que tous ces barrages sautent, c'est des progressions parfois fulgurantes, magnifiques, exemplaires, de belles réussites industrielles, de belles carrières dans la fonction publique, dans l'armée, dans la politique, dans les sciences, dans la philosophie, dans les savoirs. Bon. Et c'est le lot, je pense, c'est pas le propre des juifs, c'est le lot de toutes les minorités à un moment donné, brimées de pouvoir, lorsque l'occasion est donnée, lorsque l'accès est donné, de pouvoir exceller comme une sorte de revanche sur la vie, sur la médiocrité. C'est plus que la progression sociale, c'est une vraie revanche. Donc dans l'histoire, dans la trajectoire des juifs en Europe notamment, ils n'ont pas été exempts. Ce cliché, il faut bien le dire, il remonte à la nuit des temps. L'habileté des juifs et de l'argent. Il y a un rapport décomplexé, disons relativement décomplexé avec l'argent, qui va contraster dans des sociétés où on a plutôt un tabou, on vit plutôt un tabou par rapport à l'argent. Alors forcément, celui qui entretient le rapport décomplexé face à l'ensemble où c'est plutôt un tabou, évidemment va dénoter. Mais je récuse le stéréotype, d'abord en tant que stéréotype en tant que tel, et aussi parce que la réalité sociale, elle est beaucoup plus contrastée. On peut très bien être juif et galérer, ça c'est tout à fait acté. Je mets une là, que je viens d'écrire. Ouais. Alors j'ai mis, pour certains, cela se caractérise par la force physique, pour d'autres, cela implique le statut social. Par exemple, pour notre communauté, nous devenons hommes à 13 ans, mais que dit réellement en fait la Torah sur le fait d'être homme? Qu'est-ce qu'être un homme aux yeux de la Torah? Waouh, qu'est-ce qu'être un homme? C'est-à-dire en tant que un homme adulte, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est un peu le fait de dire homme, enfin, ça peut s'observer, mais c'est un peu un fourre-tout. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que voilà, ouais, c'est un sujet qui est vaste. On va dire, ouais, pour préciser, on va dire un homme adulte. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'un adulte? Est-ce que c'est déjà des sujets qui sont abordés? Ah oui, oui, ouais. oui. Mais si tu veux, ça intéresse toutes les pensées qui ont voyagé dans l'histoire, ça. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Ouais. Bien sûr. Jusqu'à ce très grand moment de l'avènement du sujet. Où un homme n'est plus un objet, n'est plus un rien du tout, n'est plus un paysan qui naît, qui meurt, t'es pas né, t'es pas mort. C'est aussi un sujet qui a des droits, qui existent, et que ces sujets entre eux font société, donc c'était un très grand moment. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Dans les récits bibliques, qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à cette question? On peut en tirer que l'homme est un projet divin, Narasé Adam. C'est-à-dire une créature conçue pour se distinguer du reste de la biosphère. Alors, et en même temps en relation homme, avec elle. Ça veut dire que vous incluez aussi, enfin, vous parlez, quand vous dites homme, c'est au sens humain, ça veut dire que vous incluez la femme aussi. Oui, à cet égard. Ta question, elle est sexuelle, elle est genrée, comme on dit. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Homme, alors. Exactement. Ouais. Alors, je vais partir de là, et par association d'idées, je vais essayer d'élargir ensuite. Ouais. À partir de ce que tu as évoqué, ce point de la majorité religieuse. D'accord? 13 ans et un jour pour un homme, 12 ans et un jour pour une fille, ce qui semble coïncider. D'abord, d'où ça vient, cette majorité? C'est une Mishnah qui nous parle de la capacité de faire des vœux, d'être engagé par sa propre parole. D'accord? Quand je fais un vœu, quand je consacre un objet pour le temple, quand je m'engage, je fais le vœu de ne plus, je ne sais pas moi, manger tel type de denrée, boire tel type de boisson, à partir de quel moment ma parole m'aura engagé? Effectivement, la Mishnah donne un seuil qui est 13 ans et un jour pour un homme, un garçon, 12 ans et un jour pour une fille. À partir de là, on bascule dans le monde des adultes. Avant cela, on n'est pas en capacité par rapport aux vœux et par rapport à toutes nos obligations religieuses de facto. On considère que c'est le seuil. D'où vient ce seuil?
la plupart des médiévaux vont conclure sur c'est une loi héritée, c'est de la tradition orale pure, halacha le Moshe Misinaï, loi de Moïse au Sinaï. Donc elle nous est imposée, c'est pas une donnée qui se déduit, c'est pas une donnée qui est un produit de la raison, mais une donnée héritée qu'il faudra manier, manipuler. Néanmoins, on peut dire qu'elle fait sens cette donnée. Et ça répond effectivement à la question qu'est-ce que c'est qu'un homme? Quand on analyse de près, comment on devient, comment on cesse d'être un enfant sur ce plan-là, sur le plan des obligations. Ça ne fait pas tout, hein, parce que 13 ans et un jour, et 13 ans moins un jour, c'est comme, je ne sais plus, c'est Coluche qui disait ça, ou je ne sais plus quel comique. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte à conserve de cassoulet à minuit, avant et après la date de péremption? Donc c'est toujours des seuils qui sont, opératoires, quoi, qui sont là parce qu'il en faut bien, mais ils ne disent pas tout de la nature des êtres. Néanmoins, le symbole est fort et il faut pouvoir lui donner sens. Donc, si ça vient, c'est un produit de la révélation, cette histoire de 13 ans et un jour, on va dire les choses ainsi, tradition orale pure, quel sens ça aurait? Un des sens qu'on pourrait donner assez simplement, parce que j'aime bien partir de l'observable et de voir que l'observable nous permet d'asseoir ce genre de données et de les faire correspondre. L'observable, 12 ans un jour pour un garçon, 13 ans un jour pour un garçon, 12 ans un jour pour une fille, c'est l'âge de donner la vie, approximativement. Donc voilà, il y aurait dans notre biologie, plus exactement dans notre métabolisme, voilà, il y aurait un seuil où on peut effectivement se reproduire. Et ce produit de la révélation viendrait appuyer ou s'appuyer sur ce seuil-là, qui est un seuil précis. Il y a un avant, il y a un après. Alors, il est situé à 13 ans, mais c'est une moyenne quelque part, d'accord? C'est pas, on est présumé adulte à ce moment-là, et à la vérité, ces 12 ans ne sont qu'une présomption d'être adulte, car le véritable critère, alors attention, ça vole très haut, c'est 2 poils pubiens. 2 poils pubiens déterminent qu'on est un adulte d'après tous les critères. Et à 13 ans, on est présumé être détenteur de ce tout début de pilosité. D'accord? Et disons que là aussi ça relève de l'observable. Le corps d'enfant est sans pilosité, le corps d'adulte a pilosité lorsqu'elle a effectivement démarré, donc les 2 premiers. Hein, le tout premier unique c'est fragile, mais quand il y en a un deuxième, c'est qu'il y en aura un troisième, et ainsi de suite. Donc le début de cette transformation visible du corps, donc c'est plus que le fait de donner la vie, fait qu'on peut considérer que l'on devient un homme. Ça voudrait dire donc que les critères que retient la halakha s'appuient très largement sur le corps lui-même. D'accord? Sur ce corps qui n'est plus un corps d'enfant et qui est un corps d'adulte, comme si notre métabolisme guidait un peu peut-être notre croissance intérieure, notre esprit, notre mental. Bon, alors ça reste à voir. D'accord? Comment on se positionne par rapport à ce corps qui change. C'est un moment de transition. Je dirais que le corps qui change est une donnée chez l'enfant qui n'est pas neutre. Et il a à se positionner. Dès lors qu'on entre dans cette tension, dans cette transformation, on peut déjà dire qu'on est déjà en tout cas dans la halakha, qu'on est déjà dans la loi juive, déjà un peu dans l'âge adulte. Alors, est-ce que, par exemple, ça vous parle? Est-ce que ça te parle notamment? D'accord, ce rapport au corps, ce rapport aux transformations du corps? Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Après quand vous prenez le sens de homme et que vous le confrontez en fait à l'âge de 13 ans, ouais. C'est quand même assez jeune en termes de connaissance de la vie et de responsabilité. Là, ça dépendra d'un contexte, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors oui, effectivement, vous êtes en âge de procréer, mais qu'est-ce qui se passe si vous avez un enfant à 13 ans concrètement? C'est un carnage. Je suis tout à fait d'accord. C'est un carnage. Mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit qu'on indexe les choses au corps, ça veut dire on se borne au fond aux données anthropologiques. Oui, bien sûr. Oui. Et les constructions sociales, elles, parce qu'elles sont variables, infiniment variables, sont mises de côté. Oui. Après, moi, ce que j'aime bien dans cette démarche-là, enfin dans cette manière de situer le goût de la mitzvah, c'est-à-dire le sens des critères, ou d'en dégager un symbole,
c'est de démarrer du moment où il y a une transformation radicale, où il y a un vrai devenir qui s'opère. Pas juste une croissance, on se voit un peu plus grand que quand on était un peu plus petit, on voit son visage s'affiner ou pas. Mais là, il y a vraiment une transformation. Je commence à ressembler à mes parents. Voilà. On s'achemine, on sent qu'il y a un devenir qui s'installe, et de dire qu'on est déjà un peu adulte quand on est dans la dynamique du devenir, quand on s'interroge ou quand on interroge son propre corps et les capacités qui en découlent, notamment celle de donner la vie, bah, je trouve que c'est intéressant. Parce que s'il fallait chercher un seuil où on a fini de devenir adulte. Alors, je pense que ça s'arrête jamais. Chez certains, ça s'arrête jamais. Je pense que même l'entrée, en fait, dans le fait de devenir adulte est extrêmement variable. Du fait que certains arrivent même à des âges de, on peut dire 40 ou 50 ans, mais réellement ne sont toujours pas devenus adultes. Ou ils sont devenus adultes, mais partiellement, on peut dire. Ils remplissent peut-être pas certaines exigences qu'ils devraient. Donc je pense que c'est très variable. C'est très très variable. Et pour moi, le fait de devenir un homme adulte renvoie quand même à cette notion d'expérience de vie. 13 ans, pour moi, c'est l'entrée, on va dire. C'est le début. Mais pour moi, devenir un homme adulte, c'est... et puis ça regroupe des champs complètement différents, comme vous le disiez. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la protection physique, donc de sa famille, de ses enfants. Mais il y a aussi le fait, on peut dire aussi, voilà, le fait de travailler et d'être en capacité de nourrir, on va dire. Bien sûr. Vous voyez, ça renvoie à tout ça. Alors, il y a un autre seuil. Je n'ai pas été complet dans mon dispositif, en fait. Ouais. Qu'en t'écoutant, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose de très important. Ouais. On n'est pas à 100% adulte à 13 ans. On est soumis au commandement, certes. Sur le plan religieux, c'est net et clair. On compte dans le minyan. On compte dans le minyan, donc ça, c'est la conséquence de cela. Mais d'être pénalement responsable, ce qu'on appelle le bar oneshin, alors qu'est-ce que le registre ça recoupe? Ça, c'est 20 ans. En Israël? Non, je ne parle pas dans la loi civile aujourd'hui en Israël. Okay. Je parle dans les principes talmudiques, dans les bornes, dans la pensée talmudique. 13 ans, on est bar mitzvah. Qui est proche, les 20 ans sont, on va dire, assez proches. De la fin de la croissance, déjà. Oui, et puis de ce qu'on a aussi, en général, dans les pays. En France, c'est 18 ans. Ah oui, cette majorité-là. Oui. Je crois qu'avant, c'était pas 20 ans. 21 ans, jusqu'à Giscard d'Estaing. C'est Giscard qui a fait passer à 18 ans en France. Aux États-Unis, c'est toujours 21 ans. Ouais, il me semble. Ouais. Et les internautes nous confirmeront. Mais voilà. Donc, de toute façon, le dispositif est à 2 bornes 13, 20 ans. D'accord. Donc, il y a bien évidemment une progression. Mais le 20 ans, je pense qu'il est au processus aussi de l'observable, fin de la croissance. Donc, il y a un début. Donc, en fait, la transition, ce serait 13-20, début puberté et fin de la croissance. Et tout partirait, selon moi, de l'observable, puisque tout le reste est de l'ordre de la construction sociale. Tu vois, et donc, variable d'une culture à l'autre, variable d'un pays à l'autre. Mais voilà, ce qu'il faut battre en brèche, c'est la réduction sans laquelle, à 13 ans, mon fils, tu es un homme, et donc je te traite comme un adulte, comme un homme. Non, ce ne serait pas sérieux, pas respectueux du métabolisme, mais aussi du psychisme d'un pré-ado ou d'un ado, bien sûr. Allez, question suivante. Donc à méditer, on a posé les bases de quelque chose là sur cette définition, mais il y aurait, je pense, à aller beaucoup plus loin. Dernier bouquin, dernier film, dernière pièce. Alors, dernier bouquin. Alors, j'ai plusieurs derniers bouquins, mais j'ai relu Martin Buber, Je et tu. Le je et le tu. Ich und du. Là, récemment. C'est très court et ça se lit très bien. Livre de l'intranquillité, Fernando Pessoa, très très beau. Je l'ai dégusté. Et sinon, dernier film. Alors, tiens, récemment, je l'ai envoyé... Je l'ai fait profiter aussi. Arte repassait un film sur Franz Rosenzweig qui est très très bien et que je recommande chaleureusement. Voilà, qui pose la question de l'intellectuel engagé, puisque Rosenzweig ne se prononce pas pour condamner le régime d'Hitler, et ça jette le trouble dans cette assistance journalistique venue l'interroger
au Brésil où il est reçu. Enfin, il est d'abord accueilli, mais en tant qu'intellectuel célébré. Dernière pièce. Alors, il y a Nathan Le Sage que j'ai reparcouru, parce que ça va être joué à Crolles au mois de janvier, février. Il y aura, janvier, je crois, il y aura une représentation à laquelle je suis convié. Donc, du coup, je me suis plongé dans cette pièce que je recommande chaleureusement, de Lessing. Sinon, oui, il y a bien du Shakespeare dans mes dernières lectures de pièces, mais j'ai pas vu de pièces là récemment. Voilà pour les derniers en date. Je repensais à quelque chose, du coup, Oui. je pense que ça peut intéresser les internautes. C'est la discussion en off qu'on a eue la semaine dernière concernant les dons d'organes. Ouais. Et moi, je pense que ça serait intéressant que vous puissiez revenir dessus, du coup. On a souvent parlé dans cette boîte à questions, mais je vais le refaire. Donc, quelle est la question sur les dons d'organes? C'est très vaste. Brièvement, la question de base, c'est a-t-on le droit, nous, en tant que juifs, ou n'a-t-on pas le droit? Alors, je crois que vous avez dit que la semaine dernière, c'était l'un des débats justement où c'était assez controversé. Qu'est-ce qui se profile actuellement, du coup? Alors, il y a deux grands sujets. Il y a d'abord le sujet théorique, et puis le sujet pratique, voire pratico-pratique. Le sujet théorique, là où en sont les pratiques d'aujourd'hui, et c'est des questions qui sont transitoires parce qu'elles évolueront, puisque les techniques évoluent. En gros, pour faire simple, il y a deux familles de dons et pour nous deux problématiques différentes. Enfin, il y a deux problématiques différentes, je n'en fais pas de famille de dons, il ne faudrait pas exagérer, mais simplement sur le plan théorique de la halakha. Je m'explique, il y a d'un côté les organes non vitaux, avec une réflexion propre, et d'un autre côté les organes vitaux avec une réflexion propre aussi. S'agissant des organes non vitaux, donner un rein, etc., pour donc des organes qui sont doules, par exemple, sachant qu'on peut vivre avec un rein, et vivre très bien. Il y a eu un débat chez les maîtres de la halakha jusque dans les années 70, 80, voire 90, sur comment se positionner par rapport à cela. Sachant que sauver une vie, évidemment, est important, mais permettre de repousser l'échéance fatale est important, c'est un gain, permettre de donner du confort a aussi son importance, et donc à chaque fois, devant cette demande potentielle ou réelle, comment ça pèse sur ma personne en tant que donneur? Est-ce que j'ai le devoir de donner? Est-ce que j'ai le droit de donner? Est-ce qu'il m'est interdit de prendre un risque pour donner? Et si la discussion s'est faite souvent sur ces trois lignes-là, il y avait des décisionnaires qui considéraient que c'est pas rien de se faire prélever un organe, c'est prendre un certain risque, ne serait-ce que pour l'opération elle-même, pour le prélèvement lui-même, et prendre ce risque, pourquoi? Pour un demandeur identifié ou bien non identifié, pour du confort, pour de la survie, pour un surplus de longévité. Et donc en fonction de la priorité, certains étaient très sceptiques. La deuxième ligne, c'était c'est possible. Il n'y a pas à être sceptique, c'est possible. Et la troisième ligne, c'est mitzvah, c'est même bien. Si on en a l'occasion, l'opportunité, c'est bien. Bon. Donc à mesure que ce type de prélèvement est plus sécurisé, à mesure que les taux de réussite au niveau du prélèvement sont importants, la première ligne, la plus sceptique, elle va s'estomper par voie de conséquence. Donc voilà l'enjeu. La deuxième problématique, c'est les organes vitaux et les conditions de leur prélèvement. Ce n'est pas le prélèvement en tant que tel, mais les conditions de leur prélèvement qui posent problème, à savoir le prélèvement dit post-mortem, qui en réalité, tout le problème est de savoir quelle est la définition de la mort. Sachant qu'il s'agirait de prélever des organes en état de mort encéphalique, donc de mort cérébrale, ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité cérébrale observée, donc c'est le protocole, c'est 2 électroencéphalogrammes plats en, je crois, 14 heures ou 16 heures. Je ne sais plus comment on diagnostique, à l'heure près, selon cette observation, comment on diagnostique la mort. Alors, ce n'est pas de manière tout à fait certaine et totale. Il peut y avoir une légère activité cérébrale, une sorte de réflexe
qui vient contrecarrer le constat. Pour autant, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, pour une part, ce mode de définition est un peu artificiel, mais il est nécessaire. Le juriste a besoin de savoir, tout le monde a besoin de savoir qu'est-ce que c'est que la mort, en tous les cas cérébrale. Et dans la halakha, le problème, c'est est-ce que la mort cérébrale c'est la mort? C'est-à-dire, dès lors qu'il y a encore une activité respiratoire et circulatoire, alors maintenue artificiellement, mais que d'un autre côté, le cerveau, lui, il n'y a plus d'activité, est-ce que ça, c'est la mort? Ou bien c'est pas la mort? Et là, les avis sont très tranchés. Les avis sont très tranchés, ça remonte à des sources talmudiques anciennes sur comment on diagnostique la mort, qui on considère mort, sous des ruines par exemple, respire pas. Est-ce que, si vous voulez, la mort cérébrale a mis du temps à entrer dans les critères des décisionnaires, tant et si bien que, notamment au milieu des années 80, lorsqu'il a fallu légiférer en Israël et qu'une commission a été réunie avec d'autres autorités rabbiniques qui ont participé à ce travail, on a eu vraiment un grand clivage. Il y a des décisionnaires de premier plan qui ont dit va pour la mort encéphalique, la mort cérébrale, c'est effectivement la mort. Donc quand on prélève, eh bien, on touche un corps sans vie qui, pour nous, mérite tous les égards, bien sûr. Seulement, c'est pour sauver une vie. Donc la priorité, elle est claire et nette. Pour d'autres, on est bloqué parce que prélever dans ces conditions, c'est pas encore la mort. Et donc, on imagine ce que ça peut signifier. Et vous avez l'inverse aussi, vous avez ce qu'ils appellent la personne n'est pas morte en fait si vous voulez, elle a encore des facultés de réflexion, des choses comme ça. Par contre, il n'y a aucun mouvement qui est possible, il n'y a aucune communication qui est possible, elle est vraiment enfermée. En fait, si vous voulez, il y a un film qui est sorti sur, ça. C'est pareil. Est-ce qu'on considère qu'elle est morte ou est-ce qu'on considère qu'elle est... Voilà, il y a pas de... Ça veut dire qu'il y a une activité cérébrale malgré tout. Il y a une activité cérébrale. Et après, il y a une ventilation et la circulation maintenue artificiellement. Donc là, pour la halakha, c'est clair. Comme vivante à tout point de vue. Okay. Vivante à tout point de vue. Pour la halakha, les critères de la loi juive. D'après tous les avis. Donc, voilà. Donc, la problématique, c'est voilà, sur le don des organes vitaux. Donc, c'est cœur, poumon ou les deux, par exemple. C'est très, 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 très clivé. Et est-ce qu'on peut enterrer ensuite une personne? Comment ça se passe? Ils sont obligés de refermer du coup le corps avant de pouvoir l'enterrer. Okay. Ah bien sûr. Okay. Ouais. Donc ça pose pas de problème d'enterrer quelqu'un. Alors c'est des questions qui ont été soulevées. Hein. Là, je t'ai schématisé à outrance. Okay. Mais c'est des questions qui ont été soulevées, bien sûr. Hein. Mais alors, quid, je sais pas, la résurrection, des sujets dont on ne pensait pas qu'ils viendraient là intervenir dans notre dossier. Mais bon, ça a été résolu. Et encore une fois, toutes ces préoccupations-là, parfois un peu métaphysiques, elles ne tiennent plus devant l'obligation de sauver la vie. Hein, c'est ça aussi. Alors, comment ça s'est réglé? En Israël, on a légiféré en tenant compte des opinions qui permettent le prélèvement dans ces conditions-là. Mais il y a tout un public, toujours en Israël par exemple, qui non pas ne veut pas donner, mais qui, dans sa logique, ne peut pas donner. Seulement, vu de l'extérieur, on a l'impression que certains ne jouent pas le jeu, qui ne veulent pas donner, mais veulent bien recevoir, parce que c'est ça qui se passe aussi. Or, c'est pas exactement comme ça que ça se décline. Certains estiment ne pas pouvoir donner, mais une fois que c'est prélevé, pouvoir, voire même avoir l'obligation de recevoir. Donc c'est une logique qui rend les choses compliquées, mais qu'il faut malgré tout entendre. Alors, toujours en Israël, il y a un certain, un monsieur qui a créé une carte qui s'appelle Adi, qui a, partant de sa propre expérience personnelle, qui favorise dans la priorisation, dans la liste d'attente, ceux qui eux-mêmes se font donneurs potentiels. Ceux qui ont une carte de donneur, si un jour ils ont besoin, ils sont priorisés sur la liste d'attente. Bon, sur un plan éthique, ça se comprend et en même temps ça peut être contestable. D'accord, c'est délicat parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire que certains ont de la mauvaise volonté et ne veulent pas donner, mais estiment, parce qu'ils sont loyaux vis-à-vis de leur propre décisionnaire, ne pas pouvoir donner. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu facile vu de l'extérieur, mais c'est ça la logique, c'est en ça que c'est complexe. Bon, voilà pour la théorie, en très gros. Hein. En pratique, est-ce que je peux, moi par exemple, est-ce qu'il faudrait en France que tout juif pratiquant
fasse savoir, et aujourd'hui on doit remplir un formulaire pour ça, on en met en ligne, fasse savoir qu'il n'est pas donneur, par exemple, parce qu'il estime que les conditions où il serait prélevé ne sont pas celles qui coïncident avec sa pratique. Donc là, je laisse chacun juge. Il est vrai que ça méritait d'être regardé de près. Pour le moment, on n'a pas d'autorité rabbinique française qui se sont exprimées sur une démarche à suivre. Faut-il absolument se déclarer non donneur ou pas? D'accord. Il y a des maîtres qui se sont exprimés isolément, mais on n'a pas encore eu de texte très clair et officiel. Et surtout, je pense que pour débroussailler le sujet, il faudrait voir dans quelle mesure, par exemple aux États-Unis ça se fait, on pourrait imaginer un référent religieux pour faire connaître les volontés exactes, non pas entrant dans un protocole précis, mais exact. Pour le moment, je ne sais pas si c'est exactement possible. Aux États-Unis, on peut faire un testament de vie pour dire voilà, je veux que, s'agissant de me maintenir ou pas, idem pour les organes, l'on puisse se remettre à tel rabbin orthodoxe ou à tel rabbin ou assimilé, etc. Voilà, il y a des associations aux États-Unis toujours, juives orthodoxes, qui militent pour le don d'organes, conformes à la halakha, mais militent quand même. Donc ça, c'est un point important et qui peut mettre certains mal à l'aise. Il existe une militance pour le don d'organes conforme à la halakha. Ça, c'est un peu la donnée nouvelle des dernières années, qu'on ne sait pas encore bien entendre en France. Il y a encore une très grande gêne par rapport à ça. Et c'est des sujets sur lesquels je pense qu'il faut brusquer personne. Chacun a besoin de cheminer, chacun a besoin de se faire son idée. C'est très très intime et il n'y a pas de diktat, d'évidence qui pourrait s'imposer à tout le monde, comme si être donneur c'est moral et être gêné par le fait d'être donneur systématique ce serait immoral. Ce ne serait pas bien sérieux de traiter les choses ainsi, mais il faut quand même savoir qu'il y a vraiment des besoins. Donc voilà, chacun doit rentrer dans la problématique et arbitrer pour lui-même. Est-ce qu'il y a un débat autour du don du sang ou pas du tout vis-à-vis de la religion? Pas du tout. Pas du tout. C'est tout à fait possible Okay. et acquis. Ça pose aucun Ouais, moi, je donne mon sang très régulièrement, Okay. en tant que je peux. Donc il n'y a pas de souci. Non, il y a un débat qui est est-ce qu'on peut monnayer le don du sang? Voilà. Est-ce qu'on peut monnayer les produits du corps? Okay. Alors théoriquement c'est possible, ouais. Et dans la pratique, ça pose un problème éthique quand même d'importance. Parce que c'est pas propre au judaïsme cette interrogation, hein, c'est général. Est-ce qu'on pourrait imaginer un don payant des organes, donc une vente d'organes en fait, ce qui se pratique déjà. Il y a même une affaire, je suis souvent revenu dessus en 2009, où même des rabbins étaient impliqués dans des transactions, on va dire du trafic, si c'est pas légal, d'organes, parce que sur le plan de la halakha pure, ils n'y voyaient aucun problème. Dès lors que le donneur est d'accord, dès lors qu'un receveur est d'accord pour payer, eh ben c'est une transaction classique. Problème, il y a deux arguments qui démontent tout de suite l'affaire. Premièrement, pour être capable de donner un rein, il faut avoir une telle pression, un tel besoin d'argent pour le vendre, qu'on peut douter de la pleine lucidité de celui qui est prêt à vendre un rein pour ça. Et puis c'est pas légiféré, si? Comment? C'est pas légiféré? Non, en l'occurrence, non. Donc ça, c'est tout à fait légal. Mais dans la halakha, ça pouvait s'entendre, c'est ça que je veux te dire. Techniquement, ça pouvait s'entendre. Il n'y a pas de loi qui permet de vendre un ou un organe. Non. Du coup, c'est illégal. Non, bien sûr. Là, je te parle du droit rabbinique pur. Quand cette nouveauté de cas se pose, le premier réflexe, c'est de dire, mais bon, au fond, qu'est-ce qu'il y a? C'est une transaction normale. Et certains n'y ont pas vu le problème grave qu'il y avait derrière. À savoir que même techniquement, c'est contestable. Même techniquement, c'est contestable parce que quelle pression s'exerce au fond sur celui qui a besoin de vendre un rein, c'est paraît énorme. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus général, c'est qu'est-ce que serait ce monde où les plus pauvres deviendraient fournisseurs de pièces de rechange pour les plus riches. Là, il y a une question d'ordre moral, éthique mondial qui est grave, qui se pose. Et c'est le moment justement de poser des interdits éthiques. Et comment évaluer le prix d'un organe? Ah bah ça c'est le loi du marché, ça fonctionne très bien ça. Ah, il y a une Argus, c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Ah, okay. L'offre et la demande, et puis après il y aurait des critères objectifs, oui, bien sûr. Okay. Ah mais ça, malheureusement ça fonctionnerait très bien. Oui, j'imagine. Et puis alors, pourquoi ça se défend entre guillemets aussi, c'est que ça pourrait résoudre
la pénurie d'organes, tout simplement. Mm. Tout simplement, ça pour résoudre la pénurie d'organes. Bon, alors voilà, donc il y a des cultures éthiques en fait qui se confrontent sur ces sujets-là et de vrais dilemmes. Mais voilà, dans la halakha, il y a eu aussi ce cas de conscience intérieur au monde rabbinique où il a fallu dénoncer cette pratique qui techniquement paraissait en gros superficiellement acceptable. Il a fallu le démonter sur le plan technique, mais aussi sur le plan éthique. Et là, c'est une vraie révolution de se dire, attendez, on ne va pas se suffire de nos vides juridiques, il va falloir poser à un moment donné des bornes pour pour la bonne marche du monde. Donc ça, c'est un sujet, pour le coup, un peu neuf encore. Voilà. Merci. Ah bah tiens, on est encore dans la bioéthique. Et vous, la GPA, vous en pensez quoi? Alors, bon, il faut d'abord bien. La problématique qui se pose aujourd'hui, je dirais même la polémique, GPA, donc gestation pour autrui. Gestation pour autrui. Donc il y a la technique elle-même qui interroge, et puis l'élargissement, l'ouverture de cette technique en l'occurrence, au couple de même sexe. Gestation pour autrui, ou grossesse pour autrui, c'est l'expression ou le sigle qui a remplacé le prêt d'utérus ou l'allocation d'utérus, parce qu'il y a la question de monnayer ou pas. Alors, dans la halakha, je dirais que les premières inquiétudes sont d'abord techniques, c'est la question de la filiation. Qui est la mère de qui? Il a bien fallu en France que la loi tranche, il a bien fallu que dans les pays développés on se détermine, mais dans la halakha ça a été compliqué et ça reste compliqué. Qui est la mère de qui? Est-ce que c'est celle qui porte l'enfant et qui le met au monde, ou bien est-ce que c'est celle qui a donné la gamète, si c'est le scénario envisagé ici, ou bien est-ce que c'est encore la mère, je dirais, affective, qui élève l'enfant? Donc ce serait une troisième maman possible. Je me souviens, je cite souvent cette anecdote, étant collégien, j'avais fait une petite bande dessinée sur la question du prêt d'utérus, des mères porteuses, voilà, on disait comme ça à l'époque. Et donc j'avais reproduit le jugement de Salomon. Salomon qui doit départager deux mamans, enfin en l'occurrence c'est deux prostituées, qui ont eu dans le récit chacune un bébé, et l'une s'est endormie sur son bébé et l'aurait changé avec l'autre. En tout cas, c'est les revendications qui s'opposent. Et Salomon, c'est bien connu, doit trancher, doit juger. Et il demande un glaive pour trancher l'enfant, et c'est la maman, enfin l'une des mamans fond en larmes, l'autre accepte qu'il en soit ainsi, que personne n'est l'enfant, et celle qui fond en larmes, Salomon estime que c'est la vraie maman. Bref, alors moi j'ai imaginé un dilemme, je vais pas revenir sur cet épisode parce qu'il est plein de saveurs d'études, tellement c'est complexe et contestable a priori, mais moi mon petit dessin, ça représentait un roi Salomon qui avait non plus une mais 4 mamans à gérer. L'une qui dit mais moi j'ai donné l'ovocyte, l'autre qui dit mais moi j'ai porté l'enfant, l'autre qui dit oui mais moi c'est moi qui ai passé commande, et l'autre qui dit mais c'est moi qui ai adopté. Bon. Donc je reviens à notre sujet. Dans la halakha, la problématique ce sera d'établir la maternité pour savoir quoi faire ensuite. Qui doit adopter effectivement. La confession aussi est déterminante. Si je dis que la maman c'est celle qui donne l'ovocyte, qu'elle est juive ou qu'elle n'est pas juive, ou bien que la maman qui prête ou noue son ventre est juive ou pas juive, eh bien voilà, ça détermine. Il faut qu'on puisse ensuite réagir pour que les choses se constituent dans le sens où les parents ont envie de le constituer. Donc c'est ça qui inquiète les décisionnaires et qui, par rapport au principe de prêt d'utérus, se prononce en termes très généraux, pour ne pas dire génériques. C'est plus des postures que des démonstrations. D'accord ?
Est-ce qu'il faut absolument répondre aux désirs d'enfant de cette manière-là, etc. Et je dirais que la tendance aujourd'hui, c'est d'être tout de même, pour une part autonomique et pas hétéronomique, c'est-à-dire dicter la loi aux gens, leur dire s'ils doivent désirer, comment ils doivent désirer l'enfant. Ça, c'est plus trop notre discours. D'accord ? Le fait est que les gens ont recours à ces techniques, et ben nous de répondre aux questions qui se posent et pas leur expliquer comment ils doivent désirer ou ne pas désirer les enfants. C'est un peu aussi notre modernité. D'accord ? Après, il y a l'autre volet qui est la question de l'ouverture à ces techniques de procréation médicale, enfin procréation, j'allais dire alternative, aux couples de même sexe. Alors ça, je répondrai une autre fois. D'accord ? Comment dire, ouais, j'ai besoin de réfléchir là-dessus. J'ai besoin pour pas dire comment dire, de bêtises et surtout essayer d'exprimer des choses pertinentes. J'ai besoin de temps. Je me suis pas fait ma religion, comme on dit en français, un peu vieillot. Je ne me suis pas encore fait ma religion sur cette affaire. Au plus intime de même, je peux répondre techniquement, mais ça ne suffirait pas pour ma part, éclairer le débat éthique. Donc, non pas que je botte en touche, mais je remets à plus tard. Donc, celle-là, je la mets de côté. Et Blin et Dercy Duvon la reprendra sur la question de l'ouverture de la GPA aux parents de même sexe. Juge tout homme du bon côté. C'est pas un peu bisounours? Oh, c'est mignon ça nous change. Juge tout homme du bon côté. Alors ça, d'où ça vient? C'est une Mishnah en fait, traité Avot, qui est connu. Vehevedan et kol ha'adam lechav zechut. Juge tout homme par le plateau favorable. Le plateau, on se figure une balance. J'ai des arguments favorables à l'individu, j'en ai des défavorables. Eh bien, va du côté des circonstances qui sont favorables dans le jugement. Alors, oui, dit comme ça paraît un peu bisounours. Maïmonide va cadrer la Mishnah, il n'y a pas d'autre mot, en faisant un joli tableau, enfin, en suggérant un joli tableau, pour dire quand est-ce qu'au juste, je dois pencher du bon côté. Et donc, ça donne en gros, comme ça. Je vois quelqu'un qui, d'ordinaire, a un comportement vertueux et qui, sur ce point, a un comportement ambigu, mais une ambiguïté défavorable. Je suis tenu de juger de mon côté, puisqu'il y a au moins ambiguïté, même si elle lui est majoritairement défavorable. Je vois quelqu'un qui est un homme de peu, un individu peu recommandable, de notoriété, parce que je l'ai vu faire, et puis qui accomplit un geste positif, un geste méritoire, ou à tout le moins un geste ambigu, voilà, c'est ça le cas que pose Maïmonide, le contre-exemple, un geste ambigu, mais probablement bon, en tout cas plus probablement bon que mauvais, je suis tenu de le juger du mauvais côté. Pourquoi faire juger du mauvais côté? Pour me préserver, pardi. C'est juste que je dois aussi faire attention. Juger tout homme du bon côté en toutes circonstances, c'est aussi me mettre en danger. Hormis le côté déséquilibré du jugement. Même si en apparence vertueux, et certains diraient donc comme dans la question bisounours. Et puis ensuite, il y a l'individu dont je ne sais rien. Et son comportement est ambigu 50-50. Donc dans l'incertitude la plus totale, sur un plan général, comme sur l'acte lui-même, je suis tenu de juger du bon côté. C'est là qu'interviendrait la Mishnah. Donc c'est vraiment le service minimum du jugement favorable chez Maïmonide. Mais en même temps, Maïmonide ajoute, ça c'est la loi fondamentale, parce qu'encore une fois, c'est un vrai dilemme. C'est pas, comment dire, faire montre d'une mauvaise volonté en jugeant mal les gens, mais on doit aussi se préserver, on doit aussi comment dire, se méfier de notre propre naïveté et avoir bien les yeux en face des trous et être lucide. Mais néanmoins, dit-il, c'est Midat Chassidout, mesure de piété, de juger tout le monde du bon côté. C'est-à-dire, c'est l'élite dans la piété qui doit pouvoir accéder à ce jugement favorable, et je pense qu'il y a là, dans cette
comment dire, dans cette catégorie, entre guillemets, de juges un peu supérieurs, chez eux, il y aurait montre d'une capacité à trouver chez l'individu, à faire la part, comme on disait la dernière fois, de ces ténèbres et lumières qui opèrent ensemble, qui opèrent en même temps dans le mélange, à faire la part justement de ce qu'il n'y a pas de si mauvais chez l'individu, ou des racines de son mal, de son vice. Et si on sait discerner cela, si l'âme est suffisamment généreuse pour discerner cela, alors c'est un homme averti qui en vaut deux qui s'exprime ici, et qui s'offre le luxe, compte tenu de sa finesse d'analyse, qui s'offre le luxe, et ça réclame une grande vertu personnelle pour s'habituer à s'intéresser à l'autre, à ce point, à affiner son analyse donc sur l'autre. Et donc pour lui dire à Maïmonide, il est évident qu'en toutes circonstances, même pour le plus renégat des renégats ou méchant des méchants qui accomplirait un acte ambigu défavorable, pour lui aussi il faut pouvoir juger du bon côté, car il y a au fond de l'âme humaine de chacun, il y a ce bon côté qui resterait. Voilà. Est-ce que c'est également sur cette grille de lecture que nous sommes nous-mêmes jugés à Kippour, du coup? Oui, ça c'est bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que à Kippour, on va déjouer nos habitudes de pensée en fait et de jugement sur les gens. Le leitmotiv à Kippour, c'est un peu évangélique aussi, et pour le coup, c'est ne juge pas les autres et tu ne seras pas jugé. Plus exactement, c'est si toi tu ne juges pas favorablement, comment tu veux qu'on te juge favorablement? Parce qu'on va un peu vite en besogne. Le jugement défavorable, en réalité, c'est d'autres mots, souvent pour dire le jugement bâclé, la projection, la facilité, le jugement qui nous arrange, la disqualification d'abord, pour des raisons parfois inavouables, soit de compétition, soit narcissique. Donc c'est ça qu'on essaie de déjouer à Yom Kippour, puisqu'on appelle nous-mêmes un jugement qui nous connaisse, un jugement qui nous soit favorable parce qu'il a sondé, comme dit l'expression, nos cœurs et nos reins. Eh bien c'est le moment de dire à celui qui sollicite un tel jugement, et toi alors, tu t'en sors comment? Avec la finesse d'analyse, est-ce que tu te penches vraiment, ou bien c'est tes peurs ou tes rancœurs qui parlent à ta place? Ça c'est le trip de Yom Kippour. Tu as une question par rapport à ça? Non. Pas de question? C'est ça. Allez. Donc non, c'est pas bisounours, mais ça se gagne, la capacité de juger du bon côté. Alors, quand parler de sexualité à ses enfants? Bon. Alors, comme pas mal de questions ici, il faut que je précise qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas mon cœur de métier. Et donc, ce n'est pas une réponse compétente que je vais donner ici. Il s'agit de savoir si ce sujet est abordé dans la halakha, et donc ensuite vous mettrez ces réponses en confrontation avec un expert, avec un spécialiste dont c'est le métier. Quand parler de sexualité à ses enfants, alors c'est pas exactement codifié. Voilà. Si vous voulez savoir comment ça se passe dans la loi juive, c'est pas exactement codifié. Le Talmud raconte bien sûr que tel maître a raconté la veille, le soir même du mariage, pendant le banquet du mariage, comment ça se passe à son fils. Bon, soyons sérieux aujourd'hui, et je dirais que l'enjeu est tout simplement, là c'est plus le parent qui parle, tout simplement de savoir que si moi j'en parle pas, qui en parlera? C'est tout bête. Et puis surtout, comment on en parlera? Qu'est-ce qui se fait à l'école? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est fait seulement? Parce que souvent c'est... Dans le meilleur des cas, c'est l'école. Ouais, dans le meilleur des cas, c'est l'école. Oui, je ne parle pas des autres scénarios, mais il y a la question de l'école déjà, où il faut s'assurer que ce soit fait. Voilà, que ce soit fait dans la ligne qui est proposée, qui est conçue, qui est un objet, qui est un objet étudié, pondéré et adapté pour la pédagogie. Donc il y a l'enseignement de l'école, mais ça vient tard en réalité. Aujourd'hui, l'accès aux questions de la sexualité est infiniment plus précoce, aléatoire. Et quand je dis aléatoire, je suis gentil. On est à la limite de la confrontation avec des données peut-être inexploitables, ou en tous les cas insurmontables en l'état pour des enfants. Donc quand on parlait de sexualité à ses enfants, je me souviens de cette exposition, je crois qu'il tourne encore, sur
sur ça, justement, la sexualité racontée aux enfants. Eh bien voilà, l'option raisonnable, ce serait pour des parents de prendre le sujet à bras-le-corps pour que ces signaux qui se diffusent ici et là, pour que ces confrontations qui, on ne va pas se voler la face, devraient arriver, ne soient pas de l'ordre de l'aléatoire, que toute image puisse être mise dans un contexte, puisse être identifiée et au besoin écartée, censurée. Bien sûr, veiller aux contenus qui ne sont pas laissés ces enfants seuls face aux contenus qui circulent. Là, c'est une palissade, je n'ai pas besoin de préciser cette recommandation. Mais voilà, le discours sur la sexualité, je pense, est le meilleur rempart à toute confrontation anarchique, déstabilisante, dangereuse, peut-être. Alors, c'est pas parce que la vie s'accélère qu'il faut estimer qu'elle est dangereuse, mais le meilleur rempart, c'est d'avoir, en tant que parent, être la ressource sur cette question-là, plutôt que ça se passe ailleurs. Après, comment faire? Sur le ton de l'humour, sur le ton détendu, sur le ton professoral, ça, chacun y trouvera le média qui lui est le plus facile. Laisser une possibilité de poser des questions, je pense. C'est ça, bien laisser sûr. une ouverture. Ouais. C'est ça. On sent bien que c'est pas le tabou, le sujet qui ne s'aborde jamais. Je pense que c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Bien sûr. Merci bien. Pourquoi, selon vous, la laïcité est un problème? Point d'interrogation. Tiens donc. Voilà, il y a un présupposé et un parti pris majeur. Laïcité égale problème. Et on estime que pour moi, c'est un problème. Non. Et donc, je pense qu'on me demande de dire, c'est quoi le problème, au juste? Bon, quand on dit laïcité, alors on n'est pas sur une définition simple. Il y a des pensées de la laïcité, c'est une question complexe, passionnante. Des traditions de pensée sur la laïcité, 5, 6, 7 peut-être. Et avec des applications qui peuvent varier d'ailleurs, non pas d'un courant à l'autre, mais en tous les cas d'une option de la pensée à l'autre. Ça va de la laïcité la plus militante, la plus anticléricale, qui considère que le fait religieux, en plus d'être un archaïsme, est un frein et au lien social et à l'épanouissement intellectuel des individus, des citoyens. Et puis après, il y a à côté de cela une laïcité, enfin à côté de cela, à l'autre extrémité de l'accommodement. Ça veut dire une telle neutralité de l'État, en l'occurrence, que cette neutralité qui plus est généreuse, ouverte, bienveillante, qui permet d'admettre, tout en restant neutre, de rendre possible toutes les dérogations possibles, imaginables. Ce qui n'est pas exactement la culture française de la laïcité. Hein, c'est plutôt, par exemple, canadien. La question de l'accommodement. Et c'est toutes les tensions sur ces questions-là viennent en réalité d'une querelle d'interprétation de la laïcité, ou en tous les cas de rattachement à une pensée de la laïcité dans celle qui circule dans l'histoire des idées sur notre continent et dans l'Hexagone. Historiquement, j'ajouterais, donc déjà, remettons de la complexité. De quelle laïcité on parle? Là est la question. Et bien sûr, une laïcité anticléricale qui voudrait que les individus soient au mieux débarrassés du fait religieux, au pire coupés en deux. D'accord? Elle a quelque chose d'abord de pas fonctionnel, d'utopique, de désagréable, et il manque quand même sacrément de perspective. D'accord? C'est un monopole posé là sur la vérité, qui finalement est une posture très religieuse pour le coup et très dogmatique. Religion comme on n'en fait plus, j'ai envie de dire. Bon. Donc là, oui, il y aura problème. Mais c'est pas ça la laïcité en France aujourd'hui dans les textes, c'est pas exactement ça, c'est moins qu'on puisse dire. C'est plus, évidemment, dans l'option de la neutralité, sans aller jusqu'à l'accommodement, dans l'option de la neutralité. Alors, historiquement, disais-je, non seulement la laïcité n'a pas été un problème, mais pour nous, elle a été la solution. Après l'étape de l'émancipation, Abbé Grégoire, Révolution française, les institutions, les organisations juives, structurées par les décrets impériaux sous Napoléon Ier, d'une part, trouvent un véritable, je trouve, et on peut trouver épanouissement
et ont de la perspective de développement dès lors que l'État se sépare des églises. C'est l'objet de la loi de 1905. Donc ça facilite pour les minorités religieuses un traitement à équivalence, un appareil d'État qui traite à équivalence de droit les religions présentes sur le sol national. Et donc c'est tout bénef pour les minorités religieuses, protestantes, juives, etc. Donc historiquement, disais-je, encore une fois, la laïcité n'a pas été un problème, elle était au contraire quelque part la solution. Et aujourd'hui, c'est pas tant la laïcité qui est un problème, c'est la méconnaissance de la laïcité elle-même, de ses histoires intellectuelles, la méconnaissance aussi du fait religieux et les très grandes peurs et les très grandes crispations que génère cette méconnaissance. Il y a aussi l'actualité internationale et nationale autour du fait religieux, autour des fondamentalismes religieux qui évidemment qui ne sont pas de l'ordre de la projection, c'est pas de l'imaginaire, il se passe des choses, c'est vrai. On l'a vu sur le débat bioéthique, c'était très raide de certains moments. On ne peut pas dire qu'il y a eu un dialogue franc, apaisé, un dialogue rationnel. Chacun, de part et d'autre, il va un peu de son dogme. Au niveau des états généraux, pour ma part, j'ai pas passé un super moment. Voilà, c'était, j'ai pas l'impression qu'on ait fait émerger dans le débat une vraie connaissance. C'était très raide, très crispé, et c'est ça qui est le problème. C'est l'incapacité à avoir un débat serein, mais tout de suite on est dans l'émotionnel, dans le catastrophisme, de part et d'autre. Chacun voit la fin du monde dans l'autre ou la fin de son monde. Donc voilà, pour moi c'est là que je situe le problème, et c'est évidemment pas la laïcité qui en est un. Voilà. Allez, une petite dernière pour la route. On aura bien bossé là pour le coup. Ça te fait sourire, main innocente sourit. Oula. Faut-il dépénaliser? On aura tout vu là ce soir, les trucs. Il n'y a pas eu de filtre ce soir. Hein. Ouais, c'est sans filtre. Hein. Ou légaliser le cannabis. On va dire les drogues douces en général. Dépénaliser ou légaliser le cannabis. Là encore, ce n'est pas que de ma compétence, évidemment. Hein. Ce n'est pas mon cœur de métier. Mais c'est une question de société qui se pose à chaque citoyen. Et moi, pour ma part, je vais aussi interroger l'univers de la réflexion halachique et d'éthique juive pour savoir, d'éthique à partir de nos textes, pour savoir, alors, voilà, cette question de société, comment ça fonctionne. Alors, il y a évidemment deux niveaux. Il y a, je dirais, le niveau individuel, et puis la question de santé publique. C'est évidemment très différent. C'est des logiques très différentes en réalité. Le changement d'échelle fait qu'on a des logiques très différentes. Sur une logique purement individuelle, c'est pas un objet volant non identifié, le cannabis. Il y a ces questions qui se posent, je ne sais pas moi, sur les alcools, sur le tabagisme, donc alcoolisme, tabagisme. Bon. Alors, c'est des thèmes qui ont des points communs et de vraies ruptures entre eux, qui ne sont pas superposables exactement. Il serait bête de les amalgamer, ce serait très très réducteur. Mais néanmoins, il y a des réflexions un peu parallèles. La tendance générale, pour reprendre l'exemple du tabagisme dans la halakha, chez les décisionnaires, c'est quand même une sacrée évolution qui va, début XXe siècle, où les maîtres recommandaient de fumer, voire même demandaient de fumer, c'était bon pour la concentration. Et puis les décennies passent et c'est plus exactement recommandé, c'est toléré. Puis c'est bon de s'arrêter. On recommande, mais alors, le problème c'est que les générations qui fument recommandent aux autres de moins fumer, de réduire le nombre de cigarettes. Et aujourd'hui, l'enjeu de santé publique est carrément intégré. Et par exemple, là où il était autorisé à Yom Tov, ces jours de fête chômés, où on peut, pour se nourrir, cuire à partir d'une flamme déjà existante, eh bien, il n'y a encore pas si longtemps, on amalgamait le fait de fumer pour un fumeur, un vrai fumeur dépendant, on l'amalgamait au fait de se nourrir, donc on pouvait à Yom Tov allumer une cigarette une fois déjà allumée et fumer. Aujourd'hui, vous avez des décisionnaires qui vont écrire noir sur blanc que ça, c'est plus possible. D'accord, que fumer étant dommageable, objectivement dommageable, c'est plus possible. Donc il y a cette longue trajectoire qui est très difficile, on ne change pas les cultures comme ça, mais elle a existé, et elle existe encore et elle évolue.
même si c'est un vrai problème dans les milieux d'études, la cigarette, c'est très 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 fréquent. Bon, alors, toute chose égale par ailleurs ou différente, hein, la problématique du cannabis, chez les décisionnaires, ça va être quoi? Ça va être dans question 1, danger pour la santé individuelle ou pas. Bon. Plus dangereux, moins dangereux que ce qui se fait. Vu que la tendance au niveau du tabac, c'est de s'en détourner, de s'en écarter, il est logique de penser qu'au niveau du cannabis, ce serait aussi de se détourner et de s'en écarter du point de vue stricto sensu de la santé, dans le cadre d'une consommation déraisonnable, par exemple. Enfin, déraisonnable. Il faut aussi cadrer ça. Le deuxième levier qui existe chez les décisionnaires, c'est le marqueur social. La problématique de, mais dans la réalité sociale, qui fume et dans quelles conditions. Mais ça tient très exactement à la réglementation. C'est ça aussi. Le qui fume et dans quelles conditions. D'abord, c'est pas propre d'une classe sociale, c'est très, très répandu. Il y a une complexité de la sociologie de la consommation des drogues douces, et avec quelques surprises pour qui ne s'y est jamais pensé. Et puis la réglementation génère beaucoup de cette distribution entre les classes dans la consommation des drogues douces. Donc ça, c'est un critère qui est complexe à manier. Voilà pour la dimension individuelle. Puis ensuite, pour la dimension collective, c'est-à-dire la question de santé publique, alors ça, c'est une toute autre affaire. Parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, et là, c'est pas vraiment, c'est plus du tout mon domaine de compétence, ou encore que je pourrais, en tant que rabbin, réfléchir sur les paramètres avancés, c'est dépénaliser et ou légaliser, ça, dépénaliser tout court, ou bien dépénaliser et légaliser. On peut résumer dépénaliser ou légaliser, voilà, pour être précis. Quel impact sur l'économie souterraine? Et donc ça, c'est une question qui n'est plus seulement une question de santé publique, c'est une question de stratégie de lutte contre l'économie souterraine. Quel impact sur le glissement à d'autres consommations? Est-ce qu'on résout véritablement ou bien on redirige en réalité vers d'autres substances? Est-ce qu'on entre en concurrence avec l'économie souterraine ou bien est-ce qu'on l'abolit vraiment ou est-ce qu'on l'altère? Voilà, donc là c'est toute la complexité du dossier sur lesquels moi j'ai pas tous les éléments et je suis évidemment pas le décideur. Et si on devait m'interroger, ce serait à la condition de fournir tous ces fameux paramètres, que l'on sache au fond qu'est-ce que l'on déconstruit, qu'est-ce que l'on déplace en dépénalisant ou en légalisant. Oui, le monde idéal est un monde sans drogue douce, sans substances dangereuses, sans addiction, sans économie souterraine, mais ce monde-là n'existe pas. Nous avons à gérer un monde imparfait, une société imparfaite, et donc quelle est la moins mauvaise solution? Ceci, c'est pas ma compétence de le dire, en tout cas pour ma part, je n'ai pas tous les éléments. En tant que juif, il n'est pas interdit de se retrouver dans un état second, que ce soit consécutivement à une prise d'alcool ou Bravo, il y a, alors chez certains auteurs, chez Buber notamment, il y a cette question du rapport chimique à la réalité. Bon, mais là on est plus dans la critique, c'est plus de l'ordre de la halakha, d'accord, c'est la critique morale, on va dire, même pas philosophique d'ailleurs. Comment? Il n'y a pas d'interdiction. Non, ça marche pas comme ça. Nous, le registre qui pourrait fonctionner, je te dis, c'est d'un côté la question de la santé personnelle. Donc, est-ce que ça altère ma santé? Est-ce que ça me met en danger? Cela dit, il y a plein de choses. Manger me met en danger, si c'est ça, d'accord. Donc, si je mange industriel ou si je mange, je sais pas moi, bio ou autre, est-ce qu'il y a pas de préférence? Des cigarettes. Donc voilà, donc il y a un moment donné, comment dire, voir du danger partout est problématique. Le levier, par exemple, dans les périodes transitoires sur la trajectoire d'un siècle du rapport au tabagisme, le levier pour dire, bon, allez, ok, c'est peut-être pas super bon, mais après tout, c'est pas pire qu'autre chose. Il y a des statistiques, mais il y a aussi l'aléatoire. Bon, on détournait un petit peu le regard. C'était l'évocation d'un verset des psaumes, Shomer Petahim Hashem. Dieu protège les idiots ou les innocents. D'accord, les imbéciles. Donc quand on ne connaît pas tout, on sait qu'il y a un risque. C'est en fait un certain rapport au principe de précaution. On sait qu'il y a un risque sans exactement le quantifier. Il y aurait eu, mais je peux parler au passé, une tendance à ne pas si j'ose dire, se rendre malade avec ce risque. Et donc l'oublier un petit peu. Bon. Mais ça, ça a été des transitions dans l'histoire de la halakha. Très vite, cet argument a disparu.
Donc il y aurait ça, voilà, la pondération, ce serait ça. Est-ce que c'est dangereux pour la santé ou bien ça fait partie des risques acceptables pour quiconque consomme, mange, fume, boit, etc. Bon. Et évidemment, la tendance aujourd'hui ne va pas vers comment dire, la tolérance. Elle va vers le refus, vers le rejet. Et l'altération de la réalité, du coup, parce qu'en prenant Alors ça, c'est pas la halakha, c'est un autre registre. Okay. Ouais. Il n'y aurait pas de jugement halakhique là-dessus, Okay. mais sinon un jugement philosophique. Okay. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce rapport à la réalité? Ouais. Ça, c'est très très discutable en l'occurrence. Ouais. Hein, parce que si on avait un peu l'esprit un peu large, combien d'œuvres l'on doit à la consommation de substances qui de l'absinthe, mon Dieu, qui des drogues douces, qui des alcools forts. Bon. Mais je ne voudrais certainement pas tomber dans l'apologie, ce serait vraiment pas mon rôle, et ni mon envie personnelle d'ailleurs. Mais voilà, au-delà de cette manière de travailler l'individu, il y a surtout la question de santé publique, qui est comment dire, une gestion de d'autres paramètres à la vérité, imbriqués avec d'autres aspects de la vie sociale. Bien, eh bien écoutez, merci à toutes et à tous qui êtes là, merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à revenir vers nous pour des précisions. Je rappelle que ces réponses sont des réponses imparfaites et incomplètes. On a le plus souvent d'ailleurs posé les bases pour une réflexion, on a dégrossi pour répondre là dans l'interaction, mais que tout cela nécessite des études sérieuses, approfondies, et puis surtout, même sur les contenus que j'ai pu là à l'emporte-pièce délivrer, il est nécessaire de les repeigner, de les revérifier. Ils sont donc tous sujets à caution, et je ne prétends pas avoir dit des choses justes du premier jet à l'improvisade, mais quoi qu'il en soit, ce fut une grande joie de partager avec vous toutes ces réflexions. Je vous donne rendez-vous alors sinon la semaine prochaine, ce sera Hanouka, les semaines suivantes. Nous nous retrouverons donc très bientôt pour la 5e boîte à questions. D'ici là, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions et je vous dis à très bientôt.